Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, bon courage et bonne chance à tous les D4, donc les étudiants en 6e année de médecine, qui vont bientôt passer le concours. C'est dans un mois et demi, 2 mois grosso modo, ça se passe autour du mois de juin. Bon courage à vous, je sais que c'est la pire période à passer, franchement c'est pas la meilleure période. Et justement c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là, pour vous faire un petit peu comment on peut dire ça, un, une review un peu, je sais pas, j'en perds mes mots, pour vous faire un petit peu un saut dans le passé, voilà, on va parler très simplement, un saut dans le passé sur un peu ma D4, mon début d'internat, et vous expliquer un peu comment j'ai vécu les choses, quelles étaient mes aspirations, quel spé je voulais faire, quel spé je voulais pas faire, pourquoi, etc. Comment je me suis organisé dans mes dernières semaines de révision, si ça peut aider certaines personnes. Voilà, donc cette vidéo, c'est un peu une vidéo où je raconte un peu ma life, qui peut servir des gens, qui peut saouler d'autres gens. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder, je vais essayer de la faire le plus court possible et vous donner un max de petits tips. Et si ça vous intéresse pas parce que vous n'êtes pas en médecine, ou parce que vous avez déjà votre méthode de travail, ou parce que finalement vous n'êtes pas du tout intéressé, je comprends, et bah ne regardez pas la vidéo, perdez pas votre temps avec ça. Et pour les autres, allez c'est parti, on y va. N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Bon, plusieurs possibilités. Soit vous êtes en D4, et donc là c'est un peu la dernière ligne droite, je déteste cette expression parce que je sais combien elle est anxiogène. Soit vous n'êtes pas en D4 et vous êtes en D2, D3, et puis vous voulez voir un peu comment ça se passe. Ou alors vous êtes interne dans votre spécialité, et vous vous posez des questions, est-ce que vous êtes bien à votre place, est-ce que l'aspect vous convient, ou peut-être pourquoi pas changer de spécialité, etc. Et ben regardez la vidéo parce que je vais en parler, vu que moi j'ai fait moi-même un droit au remords, et un droit au remords un peu particulier. Donc je vais essayer de vous en parler et vous donner un peu des petites clés, des choses de mon propre ressenti personnel. Donc du coup, en D4, comment je travaillais, j'ai fait grosso modo 2 tours de toutes les matières, donc j'ai vu tout 2 fois. Certaines 3 fois parce que j'ai vraiment fait un 3e tour très très rapide, vraiment pour regarder les points clés. La chose à savoir, c'est que pour l'ECN, vous devez être incollable sur vos classiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver à l'ECN, connaître la prise en charge de la chose hyper rare et ne pas connaître la prise en charge ultra systématisée des hémorragies digestives, par exemple. Voilà, donc il faut que vous soyez incollable sur vos classiques. Je pense que ça fera pas la différence si vous connaissez pas le dernier petit anticorps qu'il y a dans la polyarthrite rhumatoïde qui est sorti avant-hier. Mais voilà, si vous connaissez pas cet anticorps-là, c'est pas très grave. Mais si vous connaissez pas vos classiques, vous savez pas gérer un infarctus, vous savez pas gérer un AVC, vous savez pas gérer les hémorragies digestives, là ça risque de poser problème. Donc vraiment, il faut essayer de se focaliser sur les gros classiques pour pas se faire berner le jour de l'examen. Premièrement, maîtriser ses classiques. Deuxièmement, et essayez de faire un maximum de dossiers progressifs, et vos cours, là, vous les connaissez, vous avez taffé dessus pendant 1 an, donc vraiment, le but, c'est vraiment de revoir les notions clés, et vraiment survoler rapidement des chapitres. C'est inutile à cette période de l'année de vous poser pendant 3 semaines sur AVC hémorragique, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Vraiment, essayez de brasser un maximum de choses, faites un max de dossiers progressifs, parce qu'en général, les choses se recoupent, on va pas inventer des choses qui existent nulle part. Il y a toujours 2-3 atypies dans les dossiers, mais ça, elles perturberont votre collègue à côté, donc c'est pas ça qui fera vraiment la différence. Donc faites un max de dossiers, et essayez de brasser un max de choses, revoir vraiment un peu à gauche, un peu à droite, et si vous savez que vous n'êtes pas à l'aise dans une matière, dans un item précisément, bah là, il faut axer à fond là-dessus. Moi, par exemple, je suis une quiche en hémato. L'hémato, ça rentrait dans une oreille, ça ressortait de l'autre. Et bah, du coup, la semaine avant le CN, bah, j'ai fait 80% que de l'hémato, parce que je savais que si ça tombait, je me rétamerais et que j'étais nul en tout. Et donc voilà, j'ai fait ça 80% de la semaine avant, et le reste, la semaine avant, bah, je faisais uniquement des dossiers sur un peu tout. J'allais sur CIDES, je piochais un peu au hasard, je faisais des QI. J'avais pas trop de rythme et d'organisation précise. Vraiment, je me disais, il fallait que je vois un max de choses, donc c'est ce que j'ai fait. Le jour de l'essai, en gros, voilà, ça c'est pour un peu la semaine avant. Essayez de dormir tôt, prenez dès maintenant un rythme de sommeil, c'est hyper important, parce que si vous êtes crevé dès maintenant, c'est un peu le dernier marathon, il faut vraiment arriver en forme le jour J, donc n'hésitez pas à fermer vos livres un peu plus tôt, à vous reposer, vous changer les idées, surtout avec le confinement, essayez d'aller marcher, courir, vraiment changez-vous un peu les idées. Et vous verrez que ça donne un bon bol d'air, et ça donne un peu plus d'énergie pour la fin qui arrive. Avant le CN, petit truc, reposez-vous, ne soyez pas stressé, c'est très facile à dire, c'est très dur à faire, je l'ai vécu moi-même, mais voilà, dites-vous que vous avez travaillé, vous avez mis tout ce qu'il fallait de votre côté, toutes les chances, vous êtes en forme, vous arrivez, vous faites votre examen. Après 2 écoles, soit vous vous dites j'ai besoin de parler à mes potes, de la correction, parler des choses comme ça, donc vous allez faire partie de la team qui va rester après les épreuves pour débriefer un peu, vider un peu votre sac, etc. et vous rassurer, parce que soit vous avez fait un dossier parfaitement,
ou alors au contraire vous avez foiré un dossier mais vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le seul, donc ça fait aussi du bien de se dire bah merde, il y avait un dossier archi compliqué, je l'ai complètement foiré, mais bon je suis pas le seul, il y en a plein autour de moi aussi, et rappelez-vous que c'est un concours, donc franchement ça sert à rien de comparer ses réponses au final parce qu'on ne sait pas quelle est la bonne, quelle est la mauvaise réponse, etc. Donc voilà, deux teams, soit vous partez, vous rentrez chez vous, vous vous isolez parce que ça vous stresse, soit vous restez, vous discutez avec vos potes, ça c'est vous qui choisissez. Moi j'étais plutôt team débrief, rigolade, échanger, voir un peu nos erreurs, etc. On s'était promis de pas partager nos erreurs et de plus parler des dossiers une fois qu'on sortait de l'épreuve, mais au final c'était plus fort que nous, donc on en débattait, on débriefait, et puis voilà. Bon après je vous parle pas des résultats, enfin je vous parle pas de la fin de l'ECN, des vacances après, etc. Ça c'est, vous faites ce qui vous fait le plus kiffer au monde, faut le faire à cette période-là. Ensuite vient le choix de la spécialité. Pour ma part, je suis arrivé 4000 à l'internat et j'avais plus hépato-gastro. Moi, mes spé qui m'intéressaient, c'était la médecine générale, l'anesthésie-réanimation ou l'hépato-gastro. Je voulais quelque chose qui soit assez large, assez transverse. Je voulais pas trop me renfermer sur une spécialité. Je me voyais pas du tout être pneumologue, vraiment fermé sur cet organe-là, ou cardiologue que sur un organe. Donc voilà, c'était des choses un peu. Je savais que dans ma tête, je voulais pas de chirurgie et c'était les 3 spé qui me plaisaient. Du coup, par rapport à mon classement, la dernière place d'anesthésie-réanimation, je l'ai raté à une place près. Le mec au-dessus de moi a pris la dernière place, ensuite je ne l'avais plus. Donc voilà, et hépato-gastro, ça partait dans les 1000, et moi j'étais 4000, donc c'était paumé d'avance. Donc il me restait médecine générale, ou alors repasser le CN, refaire une année comme ça d'internat à fond, et me dire d'essayer d'avoir un meilleur classement pour avoir la spécialité qui me plairait le plus. Étant donné que j'avais rien contre la médecine générale, et encore aujourd'hui j'ai pas de dents contre la médecine générale, je me suis dit bah c'est un truc qui me plaît, ça m'a jamais dégoûté, je veux un truc qui soit transverse. C'est un internat de 3 ans, ça c'est hyper important, c'est un critère à prendre aussi dans votre choix. La durée de l'internat, si vous avez d'autres projets, envie de faire d'autres choses à côté, etc., la durée ça peut être un critère pour certains. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de retaper, faire une année horrible comme je l'ai passée. Médecine générale, ça me plaît, je prends médecine générale. Donc j'ai pris médecine générale à la fin de CN. J'ai fait mon premier stage aux urgences dans un petit hôpital de périphérie de Paris. Ça s'est hyper bien passé. J'avais fait plein de stages déjà d'externat là-bas dans cet hôpital. Donc c'était hyper cool, franchement. Ils étaient tous adorables, bienveillants. Mes co-internes étaient au top. Franchement, le premier stage, on était en hyper bonne ambiance, hyper arrangeant pour les gardes, pour tout ça. J'ai appris un max dans ce service, surtout la gestion de l'urgence, les arrêts cardiaques. Enfin voilà, c'était vraiment hyper enrichissant, tant sur le plan médico-technique que sur le plan relationnel, parce qu'aux urgences, finalement, bah, les patients, on les voit pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, on les revoit plus, ou alors on doit annoncer des choses qui sont très graves, urgentes, soit aux patients, soit à la famille. Vous avez vu mes story time. Donc voilà, donc c'est des choses qui m'ont appris énormément, franchement. Ça devrait être un stage obligatoire pour toutes les spécialités des urgences, parce que c'est tellement vaste, on passe du coq à l'âne, de la chose extrêmement grave au petit bobo qui est une urgence ressentie pour le patient mais qui n'est pas une urgence médicale. Il faut quand même savoir s'adapter et gérer. Donc voilà, stage aux urgences, premier semestre, hyper bien, j'ai kiffé. Deuxième semestre, j'ai pris un stage chez le praticien en ville. C'était vraiment dans une zone très rurale où c'était vraiment le médecin traitant qui était référent pour son patient et qui suivait le patient limite depuis sa naissance, qui a suivi 2 générations, etc. Donc moi j'arrive dans ce cabinet, je sors des urgences, donc aux urgences tout est assez carré, il y a l'infirmière qui prend les constantes, qui vous donne un ordre de tri, vous faites vos examens, il y a des bios à disposition, il y a de l'imagerie à disposition, il y a l'avis du spécialiste à disposition, et là j'arrive dans un milieu complètement rural où bah en fait on est un peu tout seul, on est médecin généraliste, un peu comme Dr Queen quoi finalement, on est au milieu de tout ça et on doit gérer le patient de A à Z. Et donc j'arrive, au début c'était un peu compliqué, je vous avoue, parce que bah finalement voilà, il y avait par exemple, je sais pas moi, un truc tout bête, une pyélonéphrite, ben je dis ouais mais il faut que je fasse le CBU, il faut que je l'envoie au labo, et j'ai pas de moyen de faire de BU, mon prat avait pas la machine pour faire les bandelettes urinaires, qu'est-ce que je fais, etc. Donc ça m'a vraiment appris à me débrouiller tout seul, c'était ultra enrichissant parce que c'est une médecine vraiment, on est seul, hein. On peut pas se permettre d'appeler le cardio toutes les secondes, d'appeler le gastro, d'appeler le dermato, on est seul, on se débrouille, on fait des recherches, on avance, c'est extrêmement enrichissant d'un point de vue médical, et c'est très enrichissant d'un point de vue relationnel. Et c'est là où je vais peut-être m'arrêter un petit peu. Il y avait beaucoup de patients qui venaient pour des problèmes psychosocial, voilà, ça va être très simple ce mot, psychosocial. Donc énormément de personnes qui venaient un peu en détresse sur le plan psychologique, pas trop psychiatrique, c'était plutôt des gens qui avaient eu des mauvaises nouvelles, du style j'ai été viré de mon travail, ça se passe pas bien chez moi avec mon compagnon, avec mes enfants, c'est un peu la cata, j'ai mon mari qui commence un peu à ressombrer dans l'alcool, etc. Et donc moi je devais absorber tout ça, et il y a beaucoup de patients qui s'intercalaient, qui n'étaient pas prévus. Donc du style je sortais en salle d'attente pour appeler un enfant pour une vaccination, donc je savais, j'étais content, c'était un truc assez carré, etc. Je me sentais rassuré. Et là il y a une patiente qui pleurait en salle d'attente, qui n'était pas prévue, que je devais voir du coup en urgence. Enfin,
Du coup, on se retrouve face à face dans un problème purement psychologique ou de renforcement personnel, etc. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement dures. Et personnellement, voir du psychosocial, ça ne me dérange pas, mais il y en avait beaucoup dans ce cabinet de ville, et je pense que si j'avais été dans un autre cabinet de ville, je me serais peut-être posé moins de questions, mais là, il y avait beaucoup de psychosocial, et c'est vrai que je me posais des questions parce que c'était hyper énergivore pour moi-même, et j'avais l'impression de ne pas apporter un plus aux patients. Je sais pas comment vous expliquer, les patients étaient hyper contents parce qu'ils voulaient me revoir en consultation, ils disaient on prend du veut que ce soit Nathanaël qui me revoit, mais moi j'avais l'impression de ne pas apporter grand chose et vraiment de perdre mon énergie, et à la fin des journées j'étais vraiment mais crevé quoi, des fois j'enchaînais 3 patients qui avaient des soucis au travail, et moi ça m'épuisait, je me disais mais je suis pas à ma place en fait, ça me correspond pas, et c'était un ressenti purement personnel. Donc à partir de ce moment-là, je me suis posé la question de changer de spécialité. Je me suis dit, ça me correspond pas, et puis je vais faire ça toute ma vie, est-ce que vraiment tout le reste côté médical me plaisait, il n'y avait aucun souci à gérer ça, faire des recherches, envoyer des examens complémentaires, évaluer des choses, prendre des décisions pour les patients, être appelé par des spécialistes de l'hôpital pour avoir des infos sur les pathologies des patients. Ça c'était archi cool, hyper bien, mais par contre le côté psychosocial c'est un truc qui m'épuisait quoi, j'étais pas fait pour ça. Et d'ailleurs s'il y a un truc qui vous épuise dans votre spécialité ou vous posez des questions, faut pas hésiter à en parler et à vraiment se faire un peu une introspection, c'est-à-dire est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que je me vois faire ça toute ma vie? C'était vraiment des grosses questions que j'avais. Et là, je me suis posé la question d'un droit au remords. Donc comme je vous disais, j'avais plus anesthésia, j'avais plus hépatogastro. Il me restait en l'occurrence, le truc où je me suis vraiment posé la question, c'était médecine d'urgence. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire de l'urgence en fait. J'ai kiffé mon stage aux urgences, c'était hyper bien, hyper formateur, très bonne ambiance. J'allais avec le sourire en garde alors que j'avais 4-5 gardes par mois. Enfin voilà. Et donc après j'ai réfléchi, j'ai commencé à me documenter et j'ai appris, alors là c'est l'instant scoop de la vidéo, j'ai appris qu'on pouvait faire une spécialité si on n'avait pas eu le classement à l'ECN. Je m'explique. Grosso modo, on va prendre un exemple très très caricatural pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Admettons le major de l'ECN a pris, je sais pas moi, radiologie à l'internat, qui fait son premier stage de radio et que finalement la radiologie ne lui plaît pas et qui veut faire de l'ophtalmologie, pour prendre vraiment 2 spécialités très très prisées. Et l'interne de radio va faire son droit au remords en ophtalmo, et donc il va libérer une place en radiologie, d'accord? Ce droit au remords, il a le droit de le faire durant ses 2 premières années d'internat, ok? Donc l'interne de radio, il passe en ophtalmo, et il y a une place de radio qui est libre. Si par exemple le 3e interne de l'internat, qui a eu la 3e place à l'ECN, faut me suivre, hein, il a envie de prendre radio et qu'il passe en radio, il récupère la place de radio que l'autre a libérée, et finalement en radiologie, il y a 0 place de libre. Vous me suivez? Maintenant, si à la fin des 2 ans d'internat, cette place de radiologie, personne ne l'a pris, il n'y a aucun interne bien classé qui est venu récupérer le poste, et il reste ce qu'on appelle un poste vacant à la fin des 2 premières années d'internat. Et c'est là qu'intervient le truc. Si vous n'êtes pas classé pour la spécialité initialement que vous désirez, et qu'il reste un poste vacant à la fin des 2 premières années d'internat, vous pouvez récupérer ce poste vacant. Et donc j'ai commencé un peu à me documenter, voir où est-ce qu'il y avait des internes qui étaient partis, où est-ce que les internes étaient... j'ai essayé de me documenter un peu sur le micmac des droits au remords des gens bien classés, et je me suis rendu compte, coup de bol, vraiment c'est au bonheur la chance, qu'il restait une place en gastro de vacante à la fin des... Enfin, qui se profilait dans l'avenir, quoi. Donc moi j'étais en 2e semestre et j'apprends qu'il y a une place de gastro libre, je me dis waouh, il faut que cette place-là soit encore disponible dans 1 an, donc il n'y ait pas d'autre interne qui est venu la prendre avant moi, mais bon, l'espoir est là, franchement, j'ai rien à perdre, il y a la place qui est là, je me plais pas trop en ville, etc. J'ai toujours aimé les pathogastro, depuis que je suis en P2, vraiment j'ai eu le crush pour cette spécialité, je me suis dit, je vais tenter, je vais faire mon dossier à l'ARS, etc. Et puis je l'envoie, et de toute façon il me reste encore 2 semestres à valider en médecine générale avant de pouvoir changer, parce que pour récupérer un poste vacant, c'est le petit détail, vous pouvez changer de spécialité uniquement à la fin des 2 premières années d'internat. Vous ne pouvez pas récupérer un poste vacant à la fin du premier stage, d'accord? C'est uniquement si la place est toujours disponible à la fin des 2 premières années d'internat. Donc moi j'ai envoyé mon dossier à l'ARS, voilà, dans ma tête j'étais focus, je me dis il reste une place, je tente le tout pour le tout. J'ai rencontré les coordonnateurs des spécialités suivantes, donc d'anesthésie et réanimation, qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui m'ont fait les papiers, qui m'ont dit s'il reste une place, avec plaisir on te prend. Et le chef aussi, le coordonnateur de MIR, médecine intensive réanimation, j'ai rencontré les 3. Donc gastro, MIR et MAR, les 3 coordonnateurs, et les 3 étaient chauds pour me prendre. Donc j'ai envoyé les 3 dossiers à l'ARS. Et voilà, et j'ai dit à l'ARS, à la fin des 2 ans, s'il reste une place dans ces 3 trucs-là, rappelez-moi et je vous dirai laquelle je choisis. Très bien, donc le stage d'après, je suis retourné à l'hôpital en gériatrie. Donc c'était un service qui était hyper formateur.
La gériatrie, franchement, big up aux gériatres, vous avez mon respect éternel parce que c'est hyper dur d'être un bon gériatre. Je m'explique, en cardio, on gère que les problèmes cardio. En pneumo, on gère que les problèmes pneumo. En gastro, on gère que la gastro et l'hépato. Mais alors en gériatrie, c'est des experts de tout. De tout. C'est un peu comme les pédiatres en fait, c'est des boss dans tous les domaines de la personne âgée. Donc mon chef savait gérer à la fois des problèmes cardio, des problèmes pneumo, des chutes à répétition. Ah attention, le patient il a un glaucome, il faut faire gaffe avec les interactions médicamenteuses. Enfin, moi ça me rendait ouf, mais ça a été un stage extrêmement formateur parce que finalement j'avais que 6 patients je crois, 5 ou 6 patients. Mais c'était genre, des fois je sortais à 21h tellement il y avait des trucs à faire et ça nous pousse dans nos décisions, dans le fait de faire des tris dans les médicaments, parce qu'il y a des patients qui ont des médicaments qui s'accumulent. En fait, chaque spécialiste rajoute ses médicaments à la liste. Il y a des patients qui avaient genre 12 médicaments et mon chef me dit là c'est pas possible, il faut faire du tri. Cette personne elle chute donc on enlève ce médicament, ça tu vois ça correspond pas avec ça, des interactions. Donc franchement hyper formateur la gériatrie, pardon. C'était très dur, mais extrêmement formateur, et voilà, donc ça s'est bien passé. J'avais des cours internes qui étaient archi cool aussi, on a bien rigolé, c'était vraiment un très bon stage. Ensuite vient le 4e semestre, et là je vais en pédiatrie, donc big up à Ped Urge, je pense pas qu'il regardera la vidéo, parce que lui, l'internat, ça y est, il est ped, il est sûr de ce qu'il fait, mais voilà, big up à lui. La pédiatrie, au début, c'était un stage qui était très dur, parce que le relationnel avec les enfants, surtout que je passe de gériatrie à pédiatrie, donc un peu les deux extrêmes, le relationnel était un peu difficile, parce qu'un enfant, en fait, quand vous n'avez pas envie, quand ça vous saoule, que vous êtes fatigué, que vous avez la flemme, bah il ressent, et la consultation devient archi compliquée parce que vous perdez patience, etc. Donc il y a eu, grosso modo, 2-3 semaines d'adaptation, et ensuite, ça y est, c'était lancé, la pédiatrie, c'était devenu, tous les enfants étaient devenus mes meilleurs amis, et ça s'est très bien passé, le stage de pédiatrie. Et comme je vous disais, c'est à la fin du 4e semestre qu'on sait s'il reste une place vacante ou pas. Donc au cours de mon stage de pédiatrie, qui était mon 4e semestre, j'ai appelé le coordonnateur les coordonnateurs des spécialités pour savoir est-ce qu'il restait toujours un poste vacant. Finalement, en anesthésie-réanimation, il n'y en avait pas. En médecine intensive réanimation, il restait un poste vacant. Il en restait 3 même, parce que tout le monde était parti en anesthésia. Et en hépatogastro, il restait toujours ce fameux poste de disponible. Et donc là, je me suis posé des questions, je me suis dit, waouh, on était à 1 mois, je crois, de la deadline du dépôt des dossiers, donc on était à 1 mois quasiment de savoir est-ce qu'il allait rester ce poste vacant ou pas. Et là, je me suis dit, finalement, est-ce que je veux vraiment changer de spécialité? Sachant que si je reste en médecine générale, il me resterait que 1 an d'internat. Est-ce que je me vois me relancer dans un nouvel internat qui va durer potentiellement 5 ans encore? Gros stress, parce que choix décisif, il n'y a qu'un droit au remords possible durant l'internat. Gros stress, parce que finalement, j'avais pas touché à l'hépatogastro depuis très longtemps, même si je sais que j'aimais toujours cette spécialité. Et gros stress de savoir tout simplement est-ce que j'allais me plaire dans cette spécialité, est-ce que je faisais pas une grosse connerie, sachant que tous mes potes étaient en médecine générale et qu'ils avaient fini quasiment 1 an après, donc voilà, j'allais me relancer dans un nouveau truc. Et finalement, le 13 juillet, un truc comme ça, il y a l'ARS qui m'appelle et qui me dit « Bah monsieur Benabou, il vous reste une place en hépatogastro, une place en médecine intensive réanimation, il me faut votre réponse, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous prenez la place ou pas ?» Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit bah ouais, je prends la place d'hépatogastro, je me suis lancé tête la première, je me suis dit le biopsychosocial, ça me correspond pas, médecine générale maintenant c'est très axé ville, on peut difficilement faire de l'hôpital parce qu'il y a des surspécialités qui restent à l'hôpital, et je me voyais pas faire du biopsychosocial pendant longtemps, c'est vraiment un truc qui me correspondait pas trop. Et je pense que j'étais un peu biaisé par le maître de stage que j'avais choisi en médecine générale, parce que j'ai vu mes autres co-internes, ils me font mais nous on fait pas du tout de biopsychosocial, on fait que du médico-technique, etc. Donc voilà, renseignez-vous bien, faites vraiment attention quand vous faites vos choix. Et donc j'ai signé pour changer d'internat, pour faire de l'hépato-gastro. Alors vous allez me dire la question que tout le monde me pose, mais finalement, est-ce que tu as réussi à valider des semestres? Est-ce que tu es reparti à zéro? Est-ce que tu fais un internat de 5 ans? Comment ça s'organise? Comment ça se passe? Et bah tout dépend de votre coordonnateur de la spécialité d'accueil. Moi, le coordonnateur d'hépatogastro, on s'est rencontrés, on a discuté, et il a décidé de me valider 1 an d'internat de MedG. Donc il m'a validé 1 an d'internat de MedG dans ma nouvelle maquette d'hépatogastro, ce qui fait qu'au final, j'ai entre guillemets perdu 1 an d'internat, mais je vous rassure, c'est jamais perdu. Enfin, 1 an d'internat, finalement, c'est pas grand-chose, ça apporte tellement sur le plan humain et sur le plan médical que bon, faire 1 an de plus pour une spécialité qui nous attire, le jeu en vaut largement la chandelle.
Donc voilà, donc en fait j'ai su que je changeais de spécialité au cours de mon stage de pédiatrie. Et à ce moment-là, du coup, mes co-internes ne savaient pas que j'étais dans cette démarche. Je l'avais dit un peu à personne parce que il fallait pas trop que ça s'ébruite, parce que si ça s'ébruitait trop, j'avais peur qu'un autre interne faisait le droit au remords et qu'il me piquait la place. Donc bref, j'étais un peu en sous-marin à cette période-là. Et au final, je leur ai dit, voilà, j'ai eu ma change de spé, je vais en gastro, donc je leur ai tout expliqué, etc. J'ai fini mon stage de pédiatrie quand même, parce que j'étais pas obligé de le terminer, vu qu'il allait pas être validé dans ma future maquette, j'aurais pu dire, ciao, je prends 3 mois de vacances et je me casse, et puis voilà, après je suis en gastro, on se reverra plus, etc. Mais non, c'est vrai, ça c'est un petit message aussi, soyez loyal avec vos co-internes, c'est hyper important, parce que ça sert toujours, qu'on est là pour bosser main dans la main, on est en équipe. Donc voilà, même si ce stage-là me servira à rien dans ma maquette, ça me sert toujours d'avoir un stage en plus, des connaissances en plus, et d'être en bon terme avec mes co-internes, c'est vraiment fondamental pour que le stage se passe bien, et puis on s'entendait tous hyper bien, donc j'avais pas de raison de leur mettre un couteau dans le dos, entre guillemets. Et donc voilà, donc j'ai changé pour les pathogastro, et ensuite j'ai débuté mon internat des pathogastro, donc au début j'avais l'impression d'arriver, de nulle part, quoi, de sortir d'un truc, je me dis mais merde, je me rappelle de rien, les varices œsophagiennes, ça me dit plus rien. J'ai fait 2 ans d'internat, mais j'en ai jamais vu. Enfin, en médecine générale, j'en voyais pas, en gériatrie, j'en ai pas vu. En pédiatrie, c'est pas le lieu où on en voit. Et aux urgences, j'ai dû voir une fois une rupture, mais voilà. Enfin. Et donc, en fait, j'ai réappris une nouvelle spécialité, parce que finalement, quand on est spécialiste, finalement, on fait quasiment que ça. Certes, on regarde un peu les autres choses, mais on est vraiment axé les dernières nouveautés, les dernières recommandations dans notre spécialité. Et ça, encore une fois, c'est un truc que moi je me dis, mais tous mes potes qui ont fait médecine générale, mais c'est des héros parce que ils savent gérer à la fois le diabète, l'hypertension, l'asthme, la BPCO. Attention, il y a un patient qui a une cirrhose, ils savent un peu les traitements, etc. Alors que moi, vous me demandez aujourd'hui d'initier un traitement de BPCO, je vais un peu ramer, quoi. Je vais m'en sortir, mais je vais un peu ramer. Donc big up à tous les médecins généralistes et tous ceux qui prennent médecine générale à l'internat, parce que franchement, c'est une spécialité, être un bon médecin généraliste, c'est mais archi dur, beaucoup plus que nous en tant que spécialistes, où on est focus sur notre organe. Donc voilà, si vous avez peur de faire de la médecine générale parce que vous avez peur, parce que le regard des gens, etc., il faut vraiment pas avoir peur de ça. C'est une spé qui est ultra complète, ultra vaste, et vous allez forcément vous y plaire. Il faut aimer un peu le biopsychosocial, moi c'est un peu mon ressenti, et voilà. Donc au final, j'arrive en hépato-gastro, premier semestre, j'ai l'impression d'être un externe parce que je comprends rien, c'est très médico-technique, etc. Mais finalement, ça se passe très très bien, j'apprends énormément de choses tous les jours. L'endoscopie, je trouve ça hyper cool, c'est un peu notre récréation, on fait des fibroscopies, des coloscopies, on pose des diagnostics, on fait des gestes. L'hépato, c'est un peu le côté interniste aussi de la spécialité où il faut réfléchir qu'avec des prises de sang, il n'y a pas trop de choses qui se palpent en hépato, alors qu'en gastro, c'est tout le contraire, c'est vraiment très très clinique, il y a des signes clinique, est-ce que le patient a de la diarrhée, est-ce qu'il a mal au ventre, etc., du méléna, enfin voilà, donc c'est une spé qui est ultra vaste. Aujourd'hui, je suis hyper content de mon choix. Le droit au remords, si c'était à refaire, je referais la même chose. Avoir pris médecine générale, je regrette à aucun moment de ma vie, genre j'ai trop appris de choses, ça m'a conforté que finalement c'était peut-être pas une spécialité qui était faite pour moi, et je parle aussi aux internes qui ont peur un peu de prendre médecine générale, qui se disent quand on est bien classé, on se pose toujours la question de se dire, moi j'avais encore de la chirurgie digestive, je me dis mais pourquoi je ne prendrais pas de la chirurgie digestive, j'ai pas l'hépatogastro, ça peut me plaire, etc. Finalement, si vous aimez la médecine générale, si vous voulez un truc ultra transverse, un truc où vous avez une qualité de vie qui est quand même hyper important, faut pas l'oublier, la qualité de vie en médecine générale, elle est quand même vraiment bien, vous avez 3 ans d'internat, vous touchez à tout, vous faites de toutes les spécialités, vous pouvez vous diriger un peu plus vers un terrain, si vous aimez la gynéco, il y a des DU de gynéco, si vous aimez l'imagerie, il y a des DU d'échographie, etc. C'est ultra vaste, n'ayez pas honte de votre spécialité. Je dis ça pour la médecine générale, mais ça marche pour toutes les spécialités. Il y a des potes qui voulaient faire psychiatrie, qui avaient un peu honte de prendre ça à l'internat. Il ne faut pas avoir honte, c'est votre métier. Tous les médecins, après le CN, le classement, on l'oublie. Enfin, franchement, le lendemain de CN, il n'y a aucun chef, aucun de mes seniors qui m'a demandé t'étais classé combien. Ah, t'as fait 4000, bof, ok, pas ouf, je te fais moins confiance qu'un autre interne. Pas du tout. Le classement, il sert à vous, certes tout le monde va le voir, mais bon, ça a été comme ça depuis des années, ça dérange personne et on s'en fiche. Le lendemain de CN, le premier jour de votre internat, ce classement, il est déjà oublié, déjà derrière vous, et vous commencez votre vie en tant que médecin à l'hôpital, que vous soyez médecin généraliste, psychiatre, anapathe, santé publique, médecin du travail, on s'en fiche, vous êtes médecin. C'est très facile à dire, mais vous allez voir que après le CN, c'est un peu dur parce qu'on soit on a un très bon classement, on est hyper content, soit on est hyper déçu de soi-même. Mais le premier jour de l'internat, votre classement, mais vous l'oubliez. Enfin, les patients, ils vous sont attribués à vous
qui êtes en médecine générale, au même titre qu'un interne qui est cardiologue, vous voyez les mêmes patients aux urgences, vous faites les mêmes diagnostics, vous avez les mêmes responsabilités. Voilà, moi je suis un interne qui arrivait 4000 à l'ECN, j'avais un co-interne qui était médecine générale aussi, qui arrivait 300. On avait les mêmes responsabilités, on faisait le même taf, et j'ai pas vu un chef lui passer un dossier à lui parce qu'il arrivait 300 et moi 4000. Enfin, le classement, ça sert uniquement pour choisir votre ville et votre spécialité, et après, je vous rassure, on s'en fiche. Voilà, je vous ai fait un petit peu un story time, une petite rétrospective de mon internat. Si vous avez des questions par rapport au droit au remords que j'ai réalisé, comment ça se passe, quand on voit les dossiers, etc., n'hésitez pas, soit ici en commentaire, et comme ça tout le monde peut un peu répondre, soit sur Instagram, je réponds assez rapidement et j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, si vous avez des questions sur les stages que j'ai pris, les stages d'urgence, pourquoi urgence, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, la pédiatrie, la gériatrie, la médecine générale, etc. N'hésitez pas, soit ici, soit en DM sur Instagram. Franchement, c'est vous qui faites les pages, c'est vous qui posez vos questions et j'y réponds. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous hésitez entre les pathogastro et la médecine générale, vous pouvez venir en discuter avec moi et j'essaierai de vous donner mon ressenti. Encore une fois, c'est uniquement mon ressenti à moi, ça n'engage en rien. Ça se trouve, pour d'autres personnes, je dis n'importe quoi, c'est vraiment mon ressenti ultra personnel. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un peu ouvert les yeux, un peu guidé sur votre choix de spécialité. Si vous êtes interne pour un droit au remords, et ben voilà, vous avez les infos, comment j'ai fait, comment ça s'est passé. Quoi d'autre? À l'approche de l'ECN, bon courage à tous les D4. Sur Instagram, j'essaie de vous mettre là, dans les jours qui suivent, un maximum d'iconographie. Je vais faire des posts d'iconos et d'images, comme ça vous êtes au mieux lotis pour avoir vu un peu tout ce qu'on peut voir en hépatogastro et autres. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. À bientôt, ciao.